est offert par le département d'État des États-Unis. Bonsoir, bienvenue sur OC Talk Show. Ce numéro, il est très spécial parce qu'il vous a été offert par la mission américaine, l'ambassade des États-Unis près le Bénin. Et justement, nous n'allons pas recevoir nos talkers d'habitude. Aujourd'hui, j'ai avec moi des alumni des programmes de l'ambassade des États-Unis près le Bénin, notamment le YALI, le Young African Leaders Initiative, du Centre régional de leadership de Dakar. Le thème aujourd'hui, c'est médias et vie associative, impact sur le développement. Et je suis avec Léandre Kenoumen et Atman Bouba. Bonjour. Bonjour précieuse. Comment ça va? Alors, je vous laisse vous présenter. D'accord, alors moi je suis Atman Bouba, je suis historien spécial de l'histoire d'éthique. Donc j'ai fait une formation sur le campus au département d'histoire et archéologie en histoire. Et ensuite, je suis passé pour une formation en web journalisme également. Le blogging également, je fais une formation dans le blogging avec RFI, la plateforme mondoblog de RFI. Et sur le plan associatif, je suis y allé, comme tu l'as dit, j'ai été chargé à la communication du programme, de l'association de moins des anciens boursiers du programme. Il y a le BYAA de 2017 à 2018. Ah, super. Et ensuite, au sein de la plateforme que j'ai lancée également, en Citoyen 229, je coordonne également la communication digitale à ce niveau-là. Donc voilà. Excellent. Merci d'être là. Merci, Précieuse, de nous recevoir. Alors, Léandre. Merci beaucoup, Précieuse. Léandre Kenoumen, boursier du programme YALI, comme tu l'as dit. Je suis président de EDENA ONG, une organisation qui intervient dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture et de l'environnement. J'ai fait une formation en géographie sur le campus, mais ensuite j'ai viré vers la communication digitale, donc je me suis formé dans le domaine de la communication. Donc je suis aujourd'hui spécialiste en communication digitale. Qu'est-ce qu'un média? Alors je dirais simplement que les médias constituent un canal pour rendre publique l'information de façon très simple. D'accord. Atman Bouba, tu as la même Je vais abonder aussi, définition? je vais dans le même sens que Léandre pour faire très court. En fait, quand on parle de médias, on entend par là tous canaux, tous les outils qui permettent en fait de diffuser une information ou même de communiquer, de passer une information, de communiquer, d'interagir avec autrui. Donc voilà ce qu'on peut obtenir de façon très simple sur les médias. D'accord. Et quand on parle de vie associative, c'est quoi? Alors, quand on parle de vie associative, déjà, ce qu'il faut comprendre par là, c'est comment est-ce que nous nous engageons au sein d'une association. Quel est notre engagement vis-à-vis d'une association? Donc, on peut être membre d'une association, que ce soit sur l'environnement, un peu comme EDENA, je crois bien. Le BYA, par exemple, qui milite beaucoup plus sur l'engagement citoyen, le leadership citoyen, ainsi de suite. Et donc, une fois que nous interagissons avec une association, soit que nous sommes membres d'une association, c'est que nous menons déjà une vie associative. D'accord. Et Léandre, tu as la même définition? Oui, tout à fait. Je vais simplement dire que la vie associative, c'est un laboratoire. C'est le laboratoire qui rend le citoyen conscient de ce qu'il est dans la communauté, tout simplement. Alors, et qu'est-ce qu'on remarque? Quel est l'état des lieux? Quand on parle de médias et de vie associative aujourd'hui au Bénin, comment ça se passe? Aujourd'hui, bon, on ne peut rien faire sans la communication, sans les médias. Donc, dans une association, la première, il faut toujours qu'il y ait un chargé à la communication en quelque sorte. Toujours un responsable à la communication. Et aujourd'hui encore, vu que nous migrons, bon, nous ne migrons plus, mais nous sommes déjà dans une ère pratiquement dans une mutation du digital. Et donc aujourd'hui, à chaque fois qu'on parle de communication, on associe toujours le volet digital. Et donc chaque association aujourd'hui dispose d'une page Facebook, des canaux digitaux pour au moins sensibiliser, je ne dis pas sensibiliser seulement, mais aussi diffuser d'une façon communiquer autour de leurs initiatives, de leurs différentes activités. Et donc ça, c'est déjà en fait la conduction des médias à la vie associative. Donc c'est un peu comme ça que les médias et la vie associative sont en quelque sorte combinés pour un meilleur impact. Et donc à travers la vie associative, à travers les médias, la vie associative en fait d'un individu peut impacter sur la vie associative d'un autre individu. Ou également encore contraindre, bon je ne dis pas contraindre, mais inviter un autre individu en fait à se lancer dans la vie associative, à développer une vie associative dans un certain domaine. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses? Comment ça se passe en général? Est-ce que les jeunes sont impliqués dans la communauté, dans les médias ou dans la vie associative? Est-ce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui militent dans des associations? Les médias ont une très grande influence sur déjà la mentalité des humains que nous sommes,
sur le fonctionnement. Comme j'ai l'habitude de le dire, les médias définissent en quelque sorte l'ordre du jour. C'est-à-dire que quand vous prenez le pays, la discussion qui se fait au quotidien, c'est les médias en quelque sorte qui définissent le canal ou plutôt la ligne directive. La ligne éditoriale, si vous voulez. Voilà, en quelque sorte. Et donc, médias dans la vie associative devient quelque chose de très très important. Enfin, nous sommes à l'ère du numérique, nous sommes en plein dans le digital. Et déjà avec ton petit portable, tu entres dans la communication, tu commences par communiquer, tu commences par diffuser, tu copies, tu colles, enfin. Mais j'ai l'impression que les jeunes sont plus, comme vous le dites, dans les médias plus dans les médias que dans les associations en train de militer. Alors, On partage du contenu tous azimuts sur les réseaux sociaux, mais combien de jeunes aujourd'hui militent dans des associations? c'est pour ça que tout à l'heure je disais de plus en plus, comparé aux années antérieures, il y a une grande amélioration. Quel est votre domaine d'intervention, Léandre? Et quelles sont les questions qui vous intéressent particulièrement? Mon organisation, EDENA, prend en compte l'éducation et l'environnement. C'est vrai qu'il y a aussi l'agriculture, mais les volets éducation et environnement me tiennent particulièrement à cœur. Et j'interviens plus dans ces deux domaines-là. Dans ces deux domaines. Et toi, Atman? Alors déjà, moi, en tant qu'historien, c'est que l'histoire et le patrimoine culturel béninois sont déjà des centres d'intérêt. Et aujourd'hui, vu que nous sommes à l'ère du digital et que j'ai fait un parcours en histoire sur l'histoire des TIC, et donc, en quelque sorte, j'ai combiné la passion pour le numérique et la passion pour l'histoire. Et donc, ça, c'est déjà un pan sur lequel j'interviens. Et l'autre chose, c'est aussi, toujours en tant qu'historien, la gouvernance démocratique, le renforcement de la gouvernance démocratique, la participation citoyenne, les droits digitaux et tout ce qui a rapport à l'Internet. Alors, vous êtes bénéficiaire du programme YALI. Racontez-nous votre expérience. Le YALI, déjà, j'entendais parler du YALI. Et donc, pour moi, à l'époque, c'était seulement le programme Mandela Washington Fellowship. Ah, ok. C'était seulement ça. Mais après, je crois que je suis tombé sur l'appel à candidature du centre YALI Dakar, au moment où je travaillais dans une cellule de communication d'un candidat à la présidentielle de 2016. J'étais dans la cellule de communication digitale d'un candidat. Et quand je suis tombé dessus, je me suis dit, tente ta chance. Et donc, j'avais une certaine réserve, mais j'ai tenté la chance et il s'est fait que j'ai été retenu. Je me rappelle bien. Au premier essai, c'est ça? Oui, au premier essai. Okay. Au premier essai. J'ai été retenu, j'ai passé les deux phases, la sélection et puis l'entretien. Mais j'ai fait un Mais qu'est-ce qui vous a motivé à postuler? Alors, ce qui a motivé à postuler, c'est parce que déjà, on entendait parler du Mandela Washington Fellowship. On savait que quand les gens partaient, quand les alumni partaient, ils faisaient des formations pour renforcer le leadership. Et donc, moi, déjà, c'était ça le point qui m'intéressait. Renforcer le leadership. Mais une fois là-bas, nous avons eu à faire des ateliers sur le renforcement de leadership personnel, la gestion des émotions. Et comment on fait oui, la gestion des émotions. Et à l'époque, c'est très important. À l'époque, j'étais quelqu'un de très très timide, très timide, jusqu'en 2016. Mais à Dakar, au bout de 2-3 jours déjà. On va revenir sur les impacts tout à l'heure. Léandre, est-ce que tu as eu la même expérience? L'expérience YALI, déjà en 2016, j'étais déjà partenaire de l'ambassade des États-Unis. Ah bon, toi, t'es un boss? Non, pas vraiment. J'ai reçu un financement sur un de mes projets dans le domaine de l'environnement. Comme moi en 2017. Donc, puisque désormais je faisais partie de la base de données de l'ambassade, je recevais déjà les mails par rapport au Mandela Washington Fellowship. Ok. Et en 2017... Mais tu ne parlais pas anglais? Non, et non seulement je ne parlais pas anglais, il faut dire que en ce moment, je n'étais pas trop intéressé. D'accord. Mais ensuite, j'ai participé à des partages d'expériences et j'ai compris que c'était un programme important. Et ensuite, on a eu l'opportunité de Dakar où le programme pouvait faire dans une version française. J'ai postulé en 2017, mais je n'ai pas été retenu au premier essai. Je pense que c'était le troisième. Oh, oui, ça a été très persévérant. Oui, le troisième. Et j'ai été retenu sur un projet toujours dans le domaine de l'environnement. Ah, d'accord. Et je suis parti. J'ai l'habitude de le dire. En ce moment-là, il fallait partir. Il fallait partir. Et j'ai envie de savoir quel est l'impact du YALI, de cette expérience sur ta vie personnelle, sur ta vie professionnelle et sur ta communauté. Déjà, sur ma vie personnelle, quand je partais à Dakar,
Je le disais tout à l'heure, j'ai fait une formation en géographie. J'étais professeur d'histoire géo. J'étais vacataire. Oui. Ok. Et quand je suis parti à Dakar, je suis revenu, j'ai rangé le dossier, j'ai dit ça, je ne vais plus continuer dedans. Parce que j'ai rencontré à Dakar des jeunes exceptionnels qui font des choses formidables. Et j'ai revu ma manière de penser, j'ai revu ma manière de voir la vie. Et j'ai changé beaucoup de choses en beaucoup de choses à travers tout ce que j'ai reçu, m'ont permis de rediriger disons, mon avenir, ma manière de voir l'avenir et tout. Et je me suis plus engagé dans certaines choses qui me tenaient un peu plus à cœur. Et dans la communauté, un peu comme le disait Atman, il y a des modules de formation qui vraiment ont changé des choses en moi. C'est vrai que je n'étais pas timide, bon, peut-être un peu timide, mais en même temps, grâce au Yali, j'ai développé des compétences que j'avais peut-être enfouies en moi. Et ça a forcément eu d'impact. L'organisation, j'ai pu recruter. Avant, je travaillais seul. Okay. Donc, quand je suis revenu, j'ai compris l'importance d'une équipe. J'ai recruté d'autres personnes qui ont commencé par collaborer avec moi. Et c'était un peu ça. D'accord. Impact sur ta vie personnelle? Alors déjà, je dirais sur le plan personnel, un peu comme je l'ai annoncé tantôt. Le premier, c'était, en fait, ça m'a permis de vaincre en quelque sorte ma timidité. Oui. Et la seconde chose, c'est la prise de parole en public. Étant timide, c'était un peu compliqué à l'époque. Donc, je pouvais parler avec deux personnes. Et une fois que je devais parler en public, je ne pouvais pas placer un mot. Donc, avec le Yali, en fait, grâce aux différents ateliers, j'ai pu quand même réussir à vaincre en quelque sorte cette crainte de la peur de parler en public. Et l'autre chose aussi, qui est très important, c'est le réseautage. Parce que vous venez rencontrer, nous, en notre époque, c'était 100 autres jeunes de l'Afrique de l'Ouest. Donc, vous venez rencontrer 100 autres jeunes de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ça fait 16 pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est pratiquement un brassage qui se crée là. Ça bouleverse la vision de la vie. Ça bouleverse la perception, la manière dont vous voyez les choses. Si vous êtes dans l'environnement aujourd'hui, que vous êtes engagé dans l'environnement pour la sauvegarde de l'environnement, vous aurez la chance de rencontrer encore d'autres jeunes avec le même engagement que vous. Et du coup, le partage d'expérience qui sera fait là vous change carrément. Clairement. Et donc, vous revenez transformé. Oui. Et donc, sur le plan professionnel, ça m'a permis quand même de découvrir d'autres facultés que j'avais. Oui. Donc, une fois que je suis rentré, ça m'a permis de lancer en même temps mon agence de communication digitale. Oui. Donc, du coup, sur le plan professionnel, j'ai compris que quand on a une idée, c'est qu'il faut aller très vite. Alors, merci Atman Bouba, merci Léandre Kenoumen pour ce moment d'échange. Je le confirme très bien, les programmes Yali de l'ambassade des États-Unis près le Bénin sont des programmes qui changent votre vie et je peux le dire, le Yali a changé ma vie. Depuis Dakar, j'ai fait Yali Dakar, j'ai fait Yali Mandela Washington Fellowship et j'ai envie de dire que c'est un life-changing programme. Alors, tout de suite, nous allons recevoir une personnalité publique. Et Léandre, je vais te prier de laisser ta place pour la diva. Elle s'appelle Inès Fassia. Je vous demande d'applaudir très, très fort. Bonjour. Alors, Achika Chika Chika. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup. Alors, merci Tata Inès d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, à l'état civil, vous êtes Inès Garoué Fassia, mais le monde entier vous appelle Tata Inès. Tout à fait. Grâce à l'émission enfantine Le Club des fans, vous êtes devenue une figure extrêmement adulée et emblématique du petit écran au Bénin. Achika Chika Chika. Aïe, aïe, aïe. Alors, mère de deux grands garçons, 19 ans et 15 ans, Inès Fassia, vous alliez à la perfection votre passion pour les enfants à la télé et vos fonctions de directrice adjointe de média production aux côtés de votre célèbre époux Steve Fassia. À l'écran, votre style vestimentaire et votre timbre de voix unique n'a laissé personne indifférent. Ils n'ont d'ailleurs pas changé. Tata Inès, vous êtes la première personne au Bénin à avoir conçu et réalisé à partir de 1998 un journal télévisé junior hebdomadaire pour les enfants et par les enfants de moins de 10 ans.
Grâce à votre engagement social pour l'épanouissement des enfants, Inès Fassia, vous êtes depuis 2011 officier de l'Ordre du Mérite du Bénin, fondatrice de l'ONG Reporter Junior. Vous avez promu Kid Expo Bénin, le plus grand salon de l'enfance au Bénin depuis décembre 2018. Aujourd'hui, on vous voit briller à l'international, notamment sur l'émission panafricaine Le cœur des femmes. Il y a tellement à dire, mais je vais m'en arrêter là. Nous sommes très fiers de vous. Merci. Alors, pensez-vous que les médias et les associations ont un impact sur le développement? Si oui, comment? Absolument, les médias ont un véritable impact sur les associations. Par contre, moi, j'ai toute une autre lecture sur l'existence des associations aujourd'hui. Il n'y en a pas qui soient vraiment optimum comme on l'aurait souhaité. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il n'y avait pas autant d'associations. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Mais malheureusement, il y a un phénomène de désintéressement des jeunes vers les associations de façon très engagée. Les jeunes aujourd'hui utilisent plutôt les médias de façon individuelle. Et ça, c'est un danger qui guette la société de demain parce que même s'il y a des associations, même s'il y a des médias, l'utilisation des médias devient individuelle. Un médium doit être un tremplin, un miroir, un relais pour une vie associative. Aujourd'hui, les jeunes recherchent souvent le gain facile. Le sens du bénévolat est perdu. Le sens du volontariat est perdu. Le sens de l'engagement social est perdu. J'irai même plus loin, c'est-à-dire que des valeurs de civisme et de patriotisme sont en laisse dans la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les institutions, des programmes comme les programmes des Nations Unies, des programmes comme les programmes américains de l'ambassade des États-Unis près le Bénin, font très bien d'encourager justement des initiatives associatives. Et c'est là où des décideurs publics aussi doivent s'y intéresser pour insuffler une nouvelle dynamique à la vie associative. Absolument. Et il faut reformater la façon de fonctionner de la société parce que les jeunes sont les dirigeants de demain de nos sociétés. S'ils ne sont pas formés aux techniques de prise de la parole, s'ils ne sont pas formés à des challenges, s'ils ne prennent pas conscience des problèmes de leur environnement, s'ils ne savent pas comment trouver des solutions adaptées à des problèmes territoriaux qui leur sont posés, que ce soit dans le domaine de l'art, dans le domaine de l'environnement, de la santé, dans le domaine de l'économie, tout ça, puisque si on parle d'associations, on a des associations dans tous ces domaines-là, dans le domaine du sport. Absolument. Oui, et pour finir rapidement sur ce volet-là, c'est une déformation professionnelle, ne m'en voulez surtout pas. Pour finir et rester un peu complet dans ce domaine-là, c'est grâce à des associations que on peut en arriver même jusqu'au commerce équitable, jusqu'à tellement de choses, à la lutte contre des fléaux qui nous minent, la gestion des ordures dans la cité. Les associations ont le rôle de venir compléter les besoins publics. Les associations sont un complément. Là où l'État ne peut pas aller, les associations peuvent y aller. Et c'est en cela que je trouve que c'est formidable ce que le programme américain fait. Absolument. Vous avez répondu déjà à la question suivante. Donc, Inès Fassia, avant les médias, et Steve Fassia, qui étiez-vous? Mais j'étais juste moi. Que faisiez-vous? Non, qu'est-ce que je faisais? Steve Fassia est rentré très tôt dans ma vie, donc ma vie avant lui a été ma vie d'adolescente. J'ai été militante à Amnesty International, j'ai été dans l'ONG Équilibre Bénin, j'ai participé toute jeune, petite, à des associations de théâtre. J'ai fait du théâtre quand j'étais... Oui, j'ai fait du théâtre quand j'étais plus jeune. Je voulais faire tellement de choses, tellement de métiers, de éboueur à religieuse, à pilote de Formule 1. J'ai zappé tellement de choses dans ma tête. Non, avant cela, j'ai fait toute ma scolarité à Parakou.
Ah, ok. Oui, oui, toute ma scolarité à Parakou, j'avais déjà une vie très active, que ce soit dans mon collège. On a fait tellement de choses, du jardinage, du bricolage. C'est des choses que les jeunes aujourd'hui ne font plus. Il n'y en a plus dans les écoles, des groupes, pas dans toutes les écoles, où on peut faire du jardinage, on peut faire tellement de choses et tout. Donc, avant Steve Fascia, c'est vrai, j'ai commencé à LC2 et comme je le dis, Steve, il est rentré très vite dans ma vie. Et puis bon, voilà quoi. Mais donc qu'est-ce pas qui a grand-chose motivé votre choix de carrière? Ah oui, je peux dire que après mon bac, je rêvais de travailler à Walt Disney. Donc je voulais vraiment faire des études qui pourraient m'y amener, écrire des scénarios pour des BD ou bien pour des DA, pour des bandes dessinées ou pour des dessins animés. Et j'en rêvais, mais étant sortie d'une famille modeste, mes parents n'avaient pas les moyens de m'envoyer forcément faire des études adaptées. Donc je m'étais dit à l'époque que j'allais m'inscrire à l'université pour faire des cours de communication au DSLC, c'était le département des sciences du langage et de la communication. Des sciences du langage et de la communication. Donc j'ai commencé par là. Puis, j'ai eu l'opportunité de faire un casting à LC2. Donc, en même temps que je cumulais les cours, je suivais en même temps une formation à LC2. J'ai bénéficié après, grâce à la Banque mondiale, d'une formation en journalisme d'investigation. Je n'exerce pas en tant que journaliste investigatrice. Cette passion, ça c'est une autre histoire. J'ai eu des expériences un peu douloureuses où j'ai compris que c'était difficile de relater forcément des faits crus tels qu'on les voit sans être interpellé ou sans se mettre en danger. Et j'ai fait un choix. Je ne vais pas dire que j'étais pétochard, j'ai fait un choix. Et LC2 m'avait donné l'opportunité de découvrir la passion des émissions avec les enfants. Et c'est comme ça que tout est parti. Alors, avoir Steve Fascia dans sa vie, est-ce que ça a un impact sur votre carrière? Ah oui, énormément. Ça a impacté ma carrière parce que Steve est une bête de la télé. Je peux dire qu'il a un talent inné. Il le dit toujours, il n'est pas sorti de la plus grande école de formation pour l'animation à la télé. Mais ce monsieur-là, qui est mon époux, a un don véritable pour la parole. D'abord, il était toujours brillant dans les lettres. C'est un grand homme de culture. Je ne dis pas ça parce que c'est mon époux, mais je le dis parce qu'à force de vivre à ses côtés, je remarque ou j'ai constaté l'immensité de son talent. Ça a impacté ma vie. Sur, je veux dire, la finesse dans le travail, sur le sérieux à mettre pour travailler. Faut pas faire, il n'y a pas de hasard dans la vie. On devient bon à force de bien travailler. Et puis, on affine justement ses performances au fil des années. J'ai beaucoup appris à ses côtés. J'ai beaucoup appris dans la maîtrise de la communication. J'ai beaucoup appris en gardant mon style. Je me suis trouvé un style. J'aime être excentrique, j'aime être différente et je m'assume comme je suis et j'aime être comme je suis. Je le fais parce que pour moi aussi, c'est un masque de protection de ma vie privée. C'est-à-dire que quand je sors toujours maquillée, des perruques ou tout ce que vous voulez. Je mets tout ce que j'ai envie de mettre comme artifice parce que je veux donner une image extérieure de moi, parce que je me suis donné une certaine carrure de moi. Et quand je dis que ça me protège, pourquoi? Parce que le jour où je vais à la plage et que je n'ai ni maquillage ni perruque, je ne suis pas reconnue, je peux passer de très bons moments en famille avec les miens sans être dérangée. Parce que c'est une autre, je veux dire, c'est un autre revers de la vie des personnes qui sont médiatisées. Oui. Quand vous sortez dans la rue, vous ne pouvez pas aller au marché. Moi, je le dis toujours, ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas mis pied au marché d'Antokpa parce que la dernière fois que j'étais au marché d'Antokpa, je m'étais déguisée, j'ai mis un bomba, un foulard, mais on m'a attrapée, entre guillemets, à cause du timbre de ma voix. Parce que j'ai dit, Nabi Misaelo. Et elles ont commencé à dire, hé, Tata Inès, ouais, Tata Inès. Et tout de suite, les femmes se sont ruées sur moi avec l'avantage de m'offrir des pagnes, des bols, poules, moutons. On m'a fait tellement de choses et je ne suis plus jamais Alors, repartie, Tata Inès, comment faire
pour traverser des générations sans jamais vieillir? Je ne sais pas comment je vais répondre à cette question. C'est vrai, j'ai traversé 2 générations. Aujourd'hui, je reçois des enfants dont j'ai reçu les parents. Et je rencontre de grands monsieur, de grandes dames, des barbus ou non barbus, qui me disent « Bonjour, tata Inès ». Et je dis « Ah, bonjour, monsieur, je suis un de vos enfants ». Je dis « Ah, ben voilà, ça chauffe ». Donc, je dis « Bon, le temps de m'appeler Mamie Inès arrive bien. » Et puis, non, je ne sais pas, je crois qu'il faut avoir une hygiène de vie. Simplement se conserver, et quand on aime énormément ce qu'on fait, ben, je crois que ça aide à passer les générations. Absolument. Je vais permettre au public de vous poser une question. Une question par ici. Vous avez une question pour Tata Inès? Allez-y. Bonjour Tata Inès. Bonjour. D'après votre message, j'aimerais vous demander quelques avantages du militantisme. Merci. Merci. Alors, le militantisme vous apprend à vivre les réalités de la sociabilité. Quand vous êtes militant, vous apprenez, parce que vous venez de divers horizons, et ça permet d'apprendre je veux dire, réaliser des initiatives, des projets. Ça vous forme à avoir des compétences. Ça vous permet, ça valorise votre profil. Vous savez, il y a certaines grandes entreprises qui, quand elles veulent le recruter, je ne vais pas citer de nom, des grands groupes à l'international, que ce soit en Afrique du Sud, aux États-Unis, on vous demande votre profil associatif. Si vous avez été dans une association, ça montre que vous êtes quelqu'un d'engagé. Ça veut dire que vous pouvez être assez responsable. Ça veut dire que vous pouvez respecter la chose du bien commun. Le respect du bien public commence dans la vie associative. Si vous êtes un groupe et que votre association s'occupe peut-être, je ne sais pas moi, comme les Restos du Cœur, ou bien encore de dégager les ordures dans la rue, vous avez le réflexe de ne pas salir la rue parce que vous savez ce que ça coûte que de maintenir la rue propre, ainsi de suite. La vie associative vous permet aussi l'interconnexion entre vous, l'inter-échange. Vous vous enrichissez des idées des autres parce qu'il y a des échanges parfois houleux entre vous, mais vous vous nourrissez de tout ça, ça vous forme, ça vous préforme à devenir des leaders de demain. C'est important que nous ayons tous une vie associative, que nous réorientions la jeunesse d'aujourd'hui à aller vers cela, à ne pas s'accaparer de l'utilisation individuelle des réseaux sociaux. Un médium doit être utile à plus de choses. Aujourd'hui, c'est vraiment dommage, on part à la dérive. Il faut qu'on recadre tout ça. Et bravo vraiment pour ce programme-là. Il y a tellement de choses à dire que je ne peux pas vous dire. La vie associative vous permet de vous assurer je vais dire, un background solide, d'un homme solide, d'une femme solide, qui sait ce qu'elle veut, qui ne peut pas perdre du temps à tergiverser. Vous voyez, c'est important. Merci beaucoup. Tata Inès pour ce sacré moment partagé. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. Nous sommes au dernier tournant de l'émission. Oui. Devant vous, il y a la boîte défi. Là, juste devant, vous tirez au sort un papier, vous lisez ce qu'il y a dessus et vous relevez le défi. Je ne suis pas bonne dans les jeux de chance. Voilà. Alors, prenez la place de Précieuse Nadi et faites la conclusion de OC Talk Show. Comme, oh mon Dieu, comme s'il s'agissait d'une émission pour enfants. Ah, ok. On applaudit, je me lève. On change de place. Vous êtes sérieuse? Oui. Bon, d'accord. Ok. Bon, mais si c'est une émission pour enfants, c'est que je suis debout. Est-ce que ça convient à tout le monde? D'accord. Achika, chika, chika. Aïe, aïe, aïe. Alors, les enfants, est-ce que vous avez bien compris tout ce que nous avons dit aujourd'hui? Oui, Tata Inès. Eh bien, nous allons commencer déjà par dire merci à l'ambassade des États-Unis, près le Bénin. Nous allons dire aussi merci à l'Hôtel Azalaï où nous tournons cette jolie émission. Et moi, je vais vous rappeler que, les enfants, écoutez bien. N'oubliez pas que vous pouvez participer à des activités de théâtre dans votre école, de jardinage dans votre école, de musique, de sport et tellement de choses. Ça va vous faire du bien. Amusez-vous bien. N'oubliez pas d'être sage et d'apprendre vos leçons. À bientôt. À bientôt.
numéro de OC Talk Show vous est offert par le département d'État des États-Unis.